Parti. Mais bonjour, rebonjour, parce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Donc moi je suis Antoine, je vais vous parler de software craftsmanship et de métier de développeur, mais avant que je me présente moi, j'ai un peu besoin de savoir qui vous êtes vous, ça arrive de changer un peu mon discours, au moins sur la forme. Qu'est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ouais, quand même, cool, c'est la moitié, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas développeurs, c'est bien aussi. Alors les gens qui ne sont pas développeurs, ils sont quoi? Ils sont plutôt chefs de projet ou dans le management de projet, la gestion de projet, je fais du global là. Ouais. Okay, pas beaucoup, intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des architectes. Il n'y en a pas. Oh, c'est dommage. J'aime bien en général architecte. Mais c'est pas personnel. Peut-être des gens dans les RH, les relations humaines, des choses comme ça. Non? Vous faites quoi les deux? C'est pas grave. Il y a des gens qui ne font pas de logiciel. Pas du tout. C'est marrant. C'est marrant, d'une conf à l'autre, ça change. C'est cool. Donc, je vous ai dit, moi je m'appelle Antoine. C'est bien, mais des fois ça avait raté. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, c'est bon. J'ai un problème avec les micros, je parle avec mes mains et en plus je bouge. Donc, c'est problématique. Donc, moi je suis indépendant depuis presque 2 ans. Avant d'être indépendant, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la société de service, j'ai fait des startups, j'ai passé pas mal d'années dans la recherche académique pure et dure, dans des laboratoires de recherche en informatique. Donc j'ai eu un parcours assez large, mais globalement ça fait depuis ça fait 13 ans maintenant, 12 ans, 13 ans, que je suis payé pour faire des logiciels, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directement. Quand on est indépendant, et même en général quand on a un métier qu'on aime bien, c'est important de savoir se présenter. Bonjour, vous faites quoi? Et ça, c'est une question, alors pour moi en tout cas, et je sais qu'il y a pas mal de développeurs qui se sont posés la question pendant longtemps. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'assumer de dire bonjour, je suis développeur. Souvent, surtout ces dernières années où je m'étais impliqué pas mal du côté agile, même si je continuais à faire du code, j'étais ouais, je suis coach agile, je suis coach technique, je suis Scrum Master, mais je fais du code. C'est pas facile d'assumer ce rôle de développeur. Puis en général, après, quand on vous dit la deuxième question, après qu'on vous ait dit bah, tu fais quoi, je suis développeur, ok, dans quel langage? Ça, c'est la deuxième question qu'on vous pose systématiquement, à laquelle je ne réponds plus. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question ce matin. Et je n'ai pas répondu directement, je fais toujours une phrase. Et il y a plein de gens qui se disent bah moi je suis développeur Java, moi je suis développeur .NET, moi je suis machin, moi je suis ceci. Non, on est développeur quoi. Point. Arrêtez d'essayer de catégoriser, de mettre les gens dans des cases. On est des développeurs avec des sensibilités particulières pour certains langages. Moi j'aime bien dire que Java c'est mon langage naturel, c'est ma première langue. Mon langage maternel plutôt. Et puis après j'ai une première langue qui est Ruby, et puis j'ai des secondes et des troisièmes, etc. qui sont plutôt du .NET, du JavaScript. Et ça c'est super important. Quand on est développeur, on n'est pas développeur Java. Ou alors c'est qu'on a probablement un problème face à son métier. On est développeur tout court. Alors après il y a l'autre cas. Ok, mais alors t'es développeur senior ou t'es développeur t'es junior, t'as 10 ans d'expérience, 25 ans d'expérience. Ça en général c'est les commerciaux qui vous le demandent hein, pour pouvoir savoir à quel TJM ils vont vous vendre. Bah là non plus, moi je réponds plus à cette question, je suis pas développeur expert, je suis encore moins senior, j'ai 35 ans senior. Ça fait mal quoi, hein. Et il y a 5 ans j'étais junior. Je suis expert dans certains domaines, mais pas dans tous. Je ne suis même pas dire que je suis expert en Java, parce qu'il y a plein de domaines de Java que je ne connais pas, qu'un jour je connaîtrai, mais aujourd'hui non, donc je ne peux pas dire que je suis expert. Mais je ne peux pas juste dire développeur non plus, parce que souvent les gens ça les frustre. Alors histoire de les frustrer, j'y vais à fond, et maintenant je dis artisan développeur. Bonjour, je suis artisan développeur. Et ce artisan, je l'aime bien. Je l'aime bien pour une raison un peu méchante, c'est que je hais le terme d'industrialisation dans les développements logiciels. C'est un terme que je ne supporte pas.
Pourquoi? Parce que l'industrialisation, c'est faire des choses en série, c'est faire de la production de masse, avec une qualité constante, et c'est très bien dans l'industrie. Hein, les gens, chez Michelin, vous faites des pneus, c'est normal que quand vous faites un pneu, quand vous en faites 10 000, il faut qu'ils soient tous de la même qualité, sinon vous allez avoir des problèmes pour les vendre, c'est normal. Mais les pneus, c'est des machines qui les font. Et puis les pneus, quand vous en faites un, vous faites effectivement exactement le même en des milliers, voire des millions, je ne sais pas quelle est la production de pneus que vous pouvez faire, mais c'est normal, il faut que tout ça soit le même. Moi, le logiciel, ça fait non plus de 10 ans que j'en fais, et puis même avant, j'en faisais sans être payé pour. J'ai jamais fait deux fois le même. Jamais. Alors des fois, il y en a qui se ressemblent un peu, mais on n'est pas du tout dans la production de masse, pour l'instant. Peut-être un jour, on en viendra. Hein. Peut-être un jour, on sera capable de produire du logiciel en masse. Mais pour l'instant, on ne sait déjà pas le faire à la main. Alors, attendons un peu avant de parler d'industrialisation du logiciel. Donc j'aime bien ce terme d'artisan. Et c'est cool parce que le terme d'artisan, en fait, la traduction anglaise, c'est craftsman. Et là, je viens de faire le lien avec le titre de ma présentation, qui est Software Craftsmanship, donc l'artisanat du logiciel. Et c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir changer de sujet. Donc voilà, ça j'ai traité le problème de l'artisanat, c'est fait. Je vais pouvoir revenir un peu sur le parler du côté du logiciel. Le logiciel, il ne faut pas se cacher, on a des problèmes de qualité. Hein, le nombre d'applications qui marchent à peu près, ou un peu, ou pas trop, où ça galère. Je sais pas, je parlais à la Poste, il y a 2 ans, je suis allé ouvrir un compte bancaire à la Banque Postale. C'est pas les mêmes que Michel, si j'ai bien compris, c'est pas du tout les mêmes. Je suis allé ouvrir un compte bancaire à la Banque Postale, il a fallu que la personne qui a ouvert mon compte s'y reprenne à 3 fois parce que le logiciel a planté, parce qu'il ne répond plus, parce qu'on ne sait pas si ça a marché. Et ça, c'est vrai tout le temps. Malheureusement, c'est le lot commun de la plupart des logiciels. Que ce soit des applis web, des logiciels lourds, des trucs sur vos téléphones, le nombre de fois où hop, votre processus s'est arrêté. Et c'est pas un truc nouveau, c'est un truc qui est plus visible parce qu'il y a de plus en plus de logiciels, mais c'est pas un truc nouveau. Et déjà dans les années 70, en fait, ce problème était devenu un problème d'ordre mondial, puisque c'est carrément l'OTAN qui avait organisé une grosse conférence sur le problème de la qualité logicielle, et c'est ce qui a donné naissance à l'ingénierie logicielle, ça n'existait pas avant. Ingénierie logicielle qui a conduit naturellement à ramener dans l'informatique et dans le développement logiciel des techniques d'ingénierie qu'on avait dans l'industrie, parce qu'on n'était plutôt pas mauvais à faire ça. Donc à faire de la production de masse, on est assez fort. Ce qui nous a conduit à faire le cycle en V, les cascades, les machins, les trucs, les process de plus en plus lourds. Chaque fois qu'il y a un process qui ne marchait pas, plutôt que d'essayer de trouver un nouveau process plus léger, on rajoutait des contrôles dessus. Voilà, c'est un truc qui fait que ça ne marchait pas beaucoup mieux. Des fois ça marche, voilà, c'est caché. Et puis petit à petit, on a eu des process qui ont été de plus en plus lourds, qui fait que des développements assez simples finalement prenaient des mois parce qu'il y a toute la phase de spec, puis après conception, document, toujours pas de logiciel, la moitié du budget cramé, et puis à la fin on faisait du logiciel. Et ça c'est toujours vrai malheureusement dans pas mal d'entreprises, même dans des entreprises qui se disent agiles, mais c'est un autre débat. Et puis dans les années 90, on a eu une tentative de revenir dans l'autre sens, c'est-à-dire faire des processus un peu plus légers. Donc il y a quelques zigotos comme Ken Beck, comme Alistair Coburn, comme Robert Martin, tous des développeurs d'ailleurs, qui ont commencé à faire des processus un peu plus légers. Ça a donné Extreme Programming, ça a donné Crystal, ça a donné tout un tas de choses, ça a donné Scrum un peu plus tard. Et l'agilité est arrivée en 2001, tous ces petits gars disent « Ouais, nous, on va arrêter les gros processus lourds, on va faire des logiciels qui fonctionnent, on va faire des choses en repartant des besoins des utilisateurs et plus en essayant de tout avoir d'un coup. » Et l'agilité était née, le manifeste agile. Vous le connaissez tous à peu près, le manifeste agile? Il y en a qui ne le connaissent pas du tout? Ils n'ont jamais vu Non, c'est cool.
je ne vais pas revenir dessus énormément. Donc ça c'est en 2001. Ça nous sort des choses plus légères, aller contre tous ces processus de plus en plus lourds. Et c'est cool. Alors en France, ça met un petit peu de temps à arriver. C'est normal. Ça arrive vraiment en 2007-2008. Moi, en 2008, je suis dans une petite start-up qui est déjà vieille, enfin qui a déjà 4-5 ans, qui va mourir 2 ans plus tard. Et je découvre, et on était déjà petite start-up, on avait 10 développeurs, mais avant de faire le moindre développement, il fallait écrire un cahier de spécification, puis un cahier de conception. Et enfin, on faisait du code. Avant d'écrire le premier module, on avait déjà 1 mois de texte. Alors ce qui était génial, c'est que c'était les développeurs qui faisaient tout. Donc on écrivait les specs, mais on n'avait pas le droit de faire le code tant qu'on n'avait pas tout écrit. Super. Bref, dans cette petite société, ça devenait un peu le bazar. Et on s'est dit, bah, ils vont faire du Scrum. Moi, c'est là que j'ai découvert vraiment Scrum. Et je me suis dit, wouhou, Scrum, c'est cool. Scrum, c'est cool parce que ça favorise la communication, machin, tout ça, c'est génial. On va discuter plus, on va commencer par faire du code dès le départ. On va arrêter de nous gonfler avec des documents dont on sait pertinemment qu'ils ne reflètent pas ce qu'on va faire en vrai. Parce que le jour où on va le faire en vrai, on va s'apercevoir qu'on a oublié la moitié des trucs. Et puis on va aussi pouvoir commencer à faire rentrer de la qualité. Parce que Scrum, ça venait du top management, finalement, en général. C'est une approche très orientée top vers le bottom. C'est pas les développeurs qui essayent de s'émanciper vers Scrum, c'est le management qui dit bah, comme on n'arrive plus bien à voir ce que vous faites et que le ROI n'est pas assez rapide et machin, vous allez faire du Scrum. Ah ouais, mais pour faire du Scrum, il faut qu'on fasse de la qualité. Sinon, le working software, là, ça marche, mais pas longtemps. Si on ne fait pas les choses bien. Si on ne fait pas le working software proprement. Si on ne fait pas le working software proprement, ça ne marche pas longtemps. Et si ça ne marche pas longtemps, on n'a plus non plus la rapidité, la capacité de changer rapidement. Donc, il faut faire les choses bien. Moi, je voyais ça, cool, Scrum, cheval de Troie pour faire des Scrum programming. C'est mon côté développeur. J'ai très vite déchanté. 2008, voilà, donc nous on passe à l'agilité. On a fini par bien la sortir, mais ça n'a pas suffi. Mais ça a été pareil un peu partout. Hein. J'ai entendu ce matin, il y a des sociétés, Michelin, ça commence en 2009. Donc voilà, l'ère de la transition en France, c'est entre 2007 pour les tout premiers, et puis 2009, ça commence à arriver dans les grosses industries. Et là, c'est génial. On a vachement plus de communication, c'est cool. On voit des post-it arriver un peu partout sur les murs, c'est un peu plus gai que nos open space tout gris, tout froid qu'on pouvait avoir avant. On fait des belles équipes, et ça c'est super. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, on est généralement maintenant 2-3 ans plus tard après les premiers projets. Et moi j'en connais plein qui ont commencé leur transition en 2009 et qui sont encore dedans et qui déchantent, qui commencent à se réveiller avec une vilaine gueule de bois parce que leur logiciel, ça devient dur quoi. Ça devient dur à les modifier, ils ne sont pas aussi propres que nécessaire. Faire toutes les modifications, ça prend vachement plus de temps que ce qu'on aurait pu faire quand on avait commencé le projet. Quand on a commencé le projet, tout allait bien, ça allait super vite, les premières itérations, et puis au bout de 3-4 mois, voire 12 mois, on en produit de moins en moins, ou alors c'est moins fiable, la qualité est plus là, les utilisateurs commencent à grogner un peu. C'est la fameuse dette technique dont certains disent... Certains coachs agiles, ouais, c'est normal que vous ayez de la dette technique, vivre sur la dette, c'est le seul moyen. Ouais, voilà. Quand j'ai écrit cette présentation, il y avait le gouvernement américain qui venait de fermer à cause de sa dette technique. Hein, la dette technique, là, en ce moment, on en parle pas mal en France avec le projet Louvois qui vient aussi de fermer ses portes après je ne sais pas combien de millions d'investissements et d'années de travail. Poubelle, on recommence. Et c'est systématique. La dette technique, ça arrive. Ça arrive tout le temps. Moi, je croise presque tous les jours, bon, peut-être pas tous les jours, mais dans tous les projets sur lesquels j'interviens, je croise des développeurs qui, bon, écoute, toi, c'est bien ce petit bout de code-là, il marche. Maintenant, on va le refactorer pour le rendre propre. Non, ça marche.
Bah ouais, mais non, mais c'est pas grave, on va le rajouter dans la dette technique. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, là, il faut que j'avance. Hein, il est fonctionnel à faire. J'ai mon objectif du sprint à tenir. Bah ouais, mais il y a écrit Working Software quand même dans le manifeste agile. Bah ouais, bah il marche mon logiciel. Et pourtant, globalement, personne ne se lève le matin en disant allez hop, aujourd'hui, je vais faire un truc tout pourri. Normalement. Bon, en fait, il y en a. Mais non, si on arrive à faire malgré nous, et souvent en voulant bien faire, parce qu'on veut faire avancer le fonctionnel, à faire des logiciels qui sont plus maintenables, en général, c'est parce qu'on a un problème de notion du temps. On n'a pas la bonne notion du temps. Mon petit gars qui me dit bah écoute, je ferai le nettoyage, le refactoring de mon code, je rajouterai des tests plus tard. C'est juste que son plus tard, c'est parce que là, pour l'instant, il pense qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de prendre le temps d'éviter d'en perdre plus tard. Au début d'année, je suis intervenu dans un gros projet, plein d'équipes de développeurs, très gros projet, beaucoup de code, beaucoup de retard aussi sur les livraisons, presque un an de retard déjà. Et on arrive, ils avaient un bug, moi j'arrive, bah écoute, il y a un bug qui avait été remonté, enfin un parmi quelques milliers de bugs qui avaient été remontés mais qui allaient être corrigés ce jour-là. Et donc je suis le développeur qui va corriger ce bug pour voir comment il fait. Et il y a une approche, c'est un mec qui maîtrise, hein. Il maîtrise son langage, il maîtrise ses outils, il n'y a pas de souci, pour le coup ils avaient des gens très compétents. Et le gars me dit, bah écoute voilà, il y a un bug je pense, je sais où c'est là, parmi les 12 500 fichiers du code, il trouve celui qui apparemment est le bon. Il utilise une technique de debug que moi j'aime beaucoup, et c'est la celle que je fais à coup de print toto. Je mets dans le code, là, hop, j'écris juste le petit message qui va bien. Et puis comme ça, je sais que ça se passe, je sais que ça explose, et je peux résoudre rapidement le problème. Quand on a des tests unitaires, ça c'est cool. Franchement, c'est d'une efficacité imparable. Ça fait 6 ans que je me suis pas utilisé, que j'ai pas senti le besoin d'utiliser un debugger. Un coup de print auto, je massacre tout le monde, en général. Et donc il fait son print auto. Je dis bah c'est cool, pour moi ça va. Maintenant tu lances les tests. Ah bah non, il n'y a pas de test. Ah bon, pourquoi? Bah on n'a pas le temps d'écrire des tests. Ok, d'accord. Bon. Ça arrive, c'est normal, c'est aussi pour ça que je suis là avec vous, c'est pour vous aider à en faire, donc il n'y a pas de soucis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah on compile. Ok, bah compile. Ah ouais mais non, parce que en fait sur nos machines c'est trop compliqué l'environnement de développement, donc on est obligé d'aller compiler sur une machine à côté. Il y a une machine qui sert uniquement à faire le build. D'accord. Gros projet, hein, des tonnes de trucs tous interdépendants les uns des autres. Ok, on compile. 20 minutes. Ouais, c'est du C, du C++, du .NET, des trucs à l'ancienne, des machins, des librairies, donc on ne sait pas trop ce qu'elles font. 20 minutes la compile. 20 minutes. Et vous ne pouviez pas juste compiler le petit bout. Ah non, la chaîne de compile, on n'a jamais pris le temps de la séparer. D'accord, bon, ok. Bon, maintenant c'est compilé, tu auras de récupérer ton package, on déploie sur ta machine et on regarde. Ah non, parce qu'en fait on ne peut pas déployer sur les machines parce qu'il faut plusieurs machins. Ok, d'accord. Pas de souci, vous avez oui, on a des environnements, des machines, des VM. On va déploie. Ouais, mais ça va prendre 20 minutes. Ok, on prend un café. Et on revient 20 minutes plus tard. On joue un peu avec l'application pour reproduire le bug et voir le print auto s'il ne s'était pas trompé. Et puis on ne voit pas le print auto. Donc on part des logs. Alors on voit le print auto de tous les autres développeurs. Par contre, hein, ça, il n'y a pas de souci. On voit tous les logs de tous les autres parce qu'ils sont restés dans... On n'a jamais nettoyé. Ben non, ça marche. On ne va pas nettoyer. Ça pourra servir plus tard. Mais on ne retrouve pas le nôtre. Ah mince, ça n'était pas exactement là où je pensais. Bon alors, on retourne sur le poste de dev. Plus de print auto. Cette fois, plein de print auto. Des threads, des titis, des tatas, des pupus, si on veut. Ok, on recommence. 20 minutes de compil, 20 minutes de déploiement. Puis après on part les logs. On cherche le print auto, on les voit, on trouve. Enfin, il trouve. Il comprend précisément l'origine du bug. Il corrige le bug dans le code. 20 minutes de compile, 20 minutes de déploiement. Et puis on recherche pour vérifier si ça a effectivement bien corrigé le bug.
ça l'a corrigé, ok, on s'arrête là. Et là, il me dit, bah, on s'arrête, c'est bon, c'est fini. On va peut-être enlever les print photos, là. Et donc 20 minutes de compile, 20 minutes de déploiement. Le problème, il s'est résolu en une ligne, c'est un problème d'allocation de mémoire. Un malloc, c'était du code en C. Ce qu'on fait du C. C'est un malloc mal placé, avec une mauvaise taille. Ça nous a pris 4 heures. Utile, au moment où on a vraiment corrigé le bug, 4 minutes, 4 heures de perdu. Et on n'a pas le temps d'automatiser tout ça, on n'a pas le temps de faire des tests. Et ça, c'est un exemple flagrant, mais des problèmes comme ça, on en a tous les jours. Juste, le truc bête, hein, mais il aurait commencé par faire tous ses print auto la première fois, on gagnait 1 heure. Pour 30 secondes de perdu à mettre de l'info supplémentaire. Mais non, on essaye toujours localement d'aller au plus vite. Là, maintenant, sur mon tout petit problème particulier, j'essaye d'aller au plus vite. Et je ne vois pas tout l'ensemble du temps que je perds à avoir le chemin un peu plus grand. Et ça, c'est tout le temps. Il y a Anklebug qui dit que le seul moyen d'aller vite, c'est d'aller bien. Et on est exactement dans ce cas-là, en fait. On veut aller vite, donc on agit en homme pressé où toutes les minutes comptent, on ne peut pas en perdre, et à force de ne pas perdre de temps, eh ben on en perd vachement plus. Moi, j'ai une autre façon de le dire, ça, plus générique, qui est de dire que le meilleur moyen d'arriver en retard, c'est d'agir en homme pressé. Mais j'ai pas assez d'ego pour m'autociter dans mes slides. Et regardez, la prochaine fois que vous faites quelque chose et que vous êtes à l'arrache, vous arrivez en retard, enfin, vous savez que vous êtes en retard, je suis quasiment sûr que le fait de vous presser va vous faire perdre du temps. Parce que, ouais, mais j'ai oublié mes clés, mais là, parce que vous n'êtes pas pris, ok, 5 minutes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter de perdre plus de temps que je n'en ai déjà perdu. Et ça, c'est un problème qu'on a tout le temps. Et c'est pas un problème qui est facile à voir quand on a le nez dedans. Ce développeur ne s'était jamais posé la question de ces 20 minutes et du temps qu'il perdait, il fallait que quelqu'un d'extérieur arrive pour lui dire. Mais c'est un truc classique tout le temps et on a ce problème sur les tests. On n'a pas le temps de faire des tests, on n'a pas le temps de faire du refactoring. Si on l'a, c'est juste que vous ne voulez pas le prendre, vous préférez le perdre à faire des choses inutiles. Sans vous en rendre compte, évidemment. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que si l'agilité, ça nous a amené plein de choses très bonnes, la communication, ça n'a pas enlevé certains des problèmes qu'on avait, à savoir justement le côté maîtrise technique. L'agilité a été beaucoup récupérée malheureusement par des coachs agiles qui n'ont jamais développé de code de leur vie, ou alors il y a très longtemps, et c'était juste un passage pour devenir chef de projet, et qui n'ont pas forcément vraiment de... Voilà. Et malheureusement, c'est pas ça. Si on regarde les signataires du manifeste agile de départ, c'est quasiment tous des développeurs, hein. Pratiquement. Et puis pas des petits rigolos dans leur coin, des vrais qui ont fait des vraies applications, de vrais SI. En fait, en même temps que l'agilité, mais vraiment en même temps, il y a un mouvement qui est né, qui était le mouvement Software Craftsmanship, donc l'artisanat logiciel, le terme date de 2001, je pense, c'est McBride dans un bouquin qui s'appelle Software Craftsmanship. Et l'initiative vient des fameux Pragmatic Programmers, donc Andy Hunt et Dave Thomas, qui, je pense que c'était en 99, ont sorti un bouquin, Pragmatic Programmers, où là justement on commençait enfin à vraiment parler aux développeurs. Un bouquin qui parlait de gestion de projet et de gestion de dev, mais à des développeurs, parce que ça nous concerne aussi. Et puis comme l'agilité a pris le dessus, ce mouvement il s'est un peu mis à l'écart, tout simplement parce que toutes les valeurs qui étaient dans le mouvement Software Craftsmanship, ils étaient déjà dans le manifeste agile. Parce que moi, quand je lis Working Software, je lis forcément que c'est un logiciel qui est pas juste, ça marche. Ça marche, mais c'est testé, j'ai la garantie que ça va continuer à marcher quand j'aurai changé un truc ailleurs, que plus tard je ne vais pas casser ce comportement sans m'en rendre compte. Parce que quand Ken Beck dit Working Software, donc Ken Beck c'est celui qui est à l'origine de la méthode Extreme Programming, qui a popularisé les tests unitaires et l'approche TDD. C'est évident que ce gars-là, quand il dit Working Software,
par contre, c'est un code qui est testé, qui marche, et dont j'ai la garantie qu'il va continuer à marcher tel que je l'ai pensé au moment où je l'ai conçu. Et si un jour il ne marche plus, si un jour il y a des erreurs, soit c'est parce qu'il y a des cas auxquels je n'avais pas pensé, soit c'est parce que j'ai des tests qui pètent et donc je vais m'en rendre compte. Donc ce mouvement software craftsmanship, il se met un peu en sommeil, et il revient vraiment en 2008, parce qu'en 2008, l'agilité arrive en France, mais ça fait déjà 7 ans qu'elle fait son chemin aux États-Unis, et ils ont des problèmes que nous on a maintenant, ils les ont eu il y a 5 ans, c'est normal, ils ont 5 ans d'avance. Et il y a donc Robert Martin qui lance le bouquin Clean Code, qui lance une conférence qui s'appelle Software Craftsmanship North America, à l'issue de laquelle il y a un nouveau manifeste qui est né, qui s'appelle le manifeste Software Craftsmanship. C'est bien fait. Donc celui-là, alors si vous lisez, vous allez retrouver le manifeste agile. On retrouve le working software, mais aussi des softwares bien conçus, des logiciels bien conçus. On a la seconde, c'est répondre au changement, dans le manifeste agile, mais ajouter de la valeur, parce que répondre au changement juste pour répondre au changement, ça ne sert pas à grand chose. Ouais, super, on peut changer, mais ça n'apporte rien de plus à la valeur au logiciel. Changer d'avis, c'est changer sur le fonctionnel et apporter de la valeur différente que celle à laquelle on avait pensé au départ. Oui, là, ça c'est intéressant. Des individus et des interactions, mais pas juste des individus et l'interaction entre l'individu, mais aussi la création de communautés d'individus, de communautés de professionnels, des gens qui vont pouvoir échanger au sein de leurs équipes, mais aussi au sein transverse à des équipes différentes, voire même à des gens qui sont dans d'autres sociétés, des communautés de développeurs, mais aussi des communautés de product owners, de n'importe qui est intervenant dans le projet logiciel. Et puis pas juste la collaboration, mais des vrais partenariats constructifs, où on mouille tous les deux notre chemise et on prend tous les deux des risques ensemble pour faire vivre et faire construire un projet et un logiciel qui fonctionne. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce manifeste, c'est qu'en fait, contrairement au manifeste agile qui est construit en opposition, on a les outils et les processus, mais on donne plus de valeur aux interactions et aux personnes. Et on a construire un plan et répondre au changement. C'est vraiment basé sur l'opposition. On a un côté qui a moins de valeur que l'autre. Là, on est construit en surcharge. C'est-à-dire que, oui, il faut des working software, mais pour pouvoir faire des working software, il faut qu'ils soient bien faits. Pour pouvoir avoir des logiciels qui fonctionnent, il faut qu'ils soient bien faits, sinon ça ne sert à rien. On est vraiment dans la surcharge. Et ça répond à la première grosse critique qu'on a fait au mouvement Software Craftsmanship quand il est apparu, c'est ouais, en gros les gars, vous dites que vous voulez plus faire de l'agile et que vous voulez refaire votre sauce, votre truc à votre sauce, quoi. Et nous, lisez ce qu'on... En fait, là, le manifeste, c'est juste le manifeste agile, mais que comme vous n'avez pas été foutu de le comprendre le premier coup, on en rajoute une couche avec plus de mots. C'est tout. C'est la même chose. Juste on en remet parce qu'on a interprété le working software comme ça marche, donc c'est bon. Et en fait, c'est bien ce qu'il dit dans la petite phrase du bas, c'est que pour pouvoir atteindre ce qui est à gauche, il faut faire ce qui est à droite, sinon on n'y arrive pas. Si vous voulez pouvoir répondre au changement, il faut que votre logiciel il soit bien fait. Si vous voulez, si ça a pour que c'est un intérêt de répondre au changement, il faut que ce changement il apporte de la valeur, sinon ça ne sert à rien. Et ainsi de suite. Et hop, je vais passer. Et là, la deuxième critique, je vais un peu me balancer sur les critiques qu'on nous fait. Je vais faire exactement ce que fait le logiciel, ce que fait le manifeste agile, c'est-à-dire que je vais poser le manifeste Software Craftsmanship en opposition à la critique qu'on lui fait. Et la première critique en général qu'on nous fait, c'est ouais, ça c'est encore un truc de techos, parce que les mecs, vous, ce qui vous intéresse, c'est faire des choses belles, quoi. Ah ouais, on sait, vous prenez pour des artistes, vous le fonctionnel, ça ne vous intéresse pas, vous ce qui vous intéresse c'est le well-crafted, quoi, hein, faire de l'art. Le clean code, le code propre, là, c'est de faire de l'art.
Alors je vais avouer que pendant longtemps, moi j'ai cru ça aussi. Hein. J'ai même fait une conférence il y a quelques années en disant développeur, graphiste, même combat. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé, et effectivement, maintenant je suis beaucoup plus du côté artisanat, et quand on me dit ce côté beau, j'ai souvent eu du mal à l'expliquer, jusqu'à ce que je rencontre Rebecca Wiersbrock en début d'année. Donc Rebecca Wiersbrock, qui est une des pionnières du langage objet, qui a été une des principales contributrices au langage Smalltalk. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas très grave, ce qui compte, c'est ce qu'elle a dit, qui dit que le clean code, donc le code propre, c'est pas une question de beauté, c'est une question de justesse. Et ça répond à tous les trucs, ouais, vous pouvez faire des trucs beaux. Alors, il y a des gens qui veulent faire des trucs beaux, mais moi, c'est pas mon objectif. Moi, je veux faire le code juste. Celui qui va me garantir qu'il va continuer à fonctionner tel que je l'ai pensé plus tard. Qui va me garantir que je n'aurai pas à décommissionner mon logiciel parce que je serai plus capable de faire des modifications dedans dans 2 ans ou dans 5 ans. Comme mon bout de code que j'écris actuellement, si le besoin ne change pas, il fonctionnera encore dans 10 ans. Et c'est ça, faire du code juste. La deuxième, en général, donc, ouais, vous n'êtes pas des artistes, bon, j'ai bien compris, mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est faire de la technique, quoi, hein, le code juste, c'est de la technique. Et là, repensez au manifeste, repensez à tout ce que je vous ai dit jusque-là. Est-ce que j'ai parlé de technique, vraiment, à un moment? Dans le manifeste, il n'y a nulle part écrit de la technique. Nulle part. On dit des logiciels bien faits. Mais c'est quoi bien fait? C'est comment bien fait? C'est une question qu'il faut répondre. Alors, oui, en pratique, la plupart des réunions qu'on fait entre Software Craftsman, c'est des coding dojo, on parle de code, on parle de technique, on parle de TDD, mais tout simplement parce que moi je ne connais pas d'autre moyen de faire des logiciels. Je ne sais pas faire un logiciel qui fonctionne et qui est bien fait si j'ai pas du TDD, si je ne suis pas en binomage avec une équipe, si j'ai pas accès direct à mon client, si j'ai pas des techniques de spécification, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas. Et à ma connaissance, il n'y a pas de moyen de faire du code qui est propre et qui ait tous les critères de qualité que j'attends d'un code, à savoir que son application fonctionne telle qu'on a pensé qu'elle devait fonctionner et qu'elle continue à fonctionner plus tard malgré les évolutions et que la maintenance de ce code et son évolution ne coûte pas, le prix de maintenance n'explose pas dans le temps. Je ne sais pas faire si je n'ai pas des tests unitaires. Donc oui, effectivement, on parle beaucoup de technique, mais de technique comme un moyen et pas comme une finalité. Et c'est bien là la grosse différence, et ça change beaucoup par rapport à pas mal d'approches et de développeurs qu'on peut rencontrer qui effectivement ont ce côté la technique avant le reste. L'artisan développeur, lui, ce qui l'intéresse, c'est la finalité, c'est le logiciel produit, c'est est-ce que ça va plaire aux utilisateurs ou pas, est-ce que ça va plaire à mon client qui a fait et qui m'a demandé ce logiciel et qui n'a pas envie de dépenser plus cher plus tard pour pouvoir le faire évoluer. Hein. Là, je ne sais pas s'il y a des gens de société de service, mais à chaque fois que vous faites un contrat en vous disant on se rattrapera sur la maintenance, et s'il y a des gens de société de service un peu grosses, vous le faites, peut-être pas vous directement, mais dans votre société ça se fait, à chaque fois qu'on fait un forfait en disant on se rattrapera sur la maintenance, vous êtes en train d'escroquer votre client. Toujours. C'est de l'arnaque, pure et dure. C'est pas respectueux de votre client, c'est pas respectueux du métier, c'est pas respectueux des développeurs. Et c'est vrai aussi des développeurs